locatif de 150 logements intermédiaires par an. Le principal objectif du projet de loi du pays présenté concerne cette action de la PPH 2021-2030 au travers de la modification du régime d'octroi de garantie d'emprunt du pays. Les modalités de ce dispositif d'octroi de garantie d'emprunt sont définies par la loi du pays numéro 2017-32 du 2 novembre 2017 modifiée, définissant les conditions et critères d'attribution des aides financières, des avantages et prêts et d'octroi de garantie d'emprunt aux personnes morales autres que les communes. Son article LP 39 dispose que, je cite, « La Polynésie française peut apporter sa garantie aux emprunts contactés par des établissements publics de la Polynésie française, par des sociétés d'économie mixte ou d'autres sociétés de droit privé, à la condition que leurs activités présentent un caractère d'intérêt général pour la Polynésie française. Seuls les emprunts à moyen ou long terme qui soutiennent le financement d'un projet contribuant au développement économique et au progrès social pourront bénéficier de la garantie de la Polynésie française. Le pays peut, dans le cadre de certains projets, garantir auprès de l'établissement de crédit le remboursement de l'emprunt à hauteur de sa contribution en cas de défaillance de l'emprunteur. Les dispositions actuelles relatives au montant maximal de garantie d'emprunt que peut accorder le pays pour le secteur de logement par rapport au montant de l'emprunt sont ainsi rappelées dans l'exposé des motifs. Je cite, « Dans le texte actuel, la limite est de 30% pour les sociétés dans lesquelles le pays n'a aucune participation et 50% si le pays détient au moins une part de capital social. Pour les SEB, la limite est de 85% lorsque la société œuvre dans le domaine de l'amélioration de la desserte aérienne ou de l'aménagement, comprenant le logement. Le projet de loi du pays prévoit de porter cette limite de garantie à 100% pour le logement intermédiaire financé sous conditions dans le cadre de prêts entre la Banque des territoires et les entités relevant de la loi du pays numéro 2016-34 du 29 août 2016 modifié, relative aux organismes privés de logement social ou les sociétés d'économie mixte. Par ce relèvement ciblé de la garantie d'emprunt, il s'agit pour le pays de faciliter la contractualisation des prêts concernés par la construction, l'acquisition ou l'amélioration du logement intermédiaire. La réglementation projetée comporte également d'autres modifications de nature à actualiser la rédaction de la loi du pays numéro 2017-32 du 2 novembre 2017 modifiée. Grand 3. Observations et recommandations. Le présent projet de loi du pays soumis à l'examen du CESEC appelle les observations et recommandations suivantes. Grand 3-1. Un soutien au développement du parc de logement intermédiaire à la location. Au terme de l'exposé des motifs, ce projet réglementaire traduit la volonté du gouvernement de soutenir les programmes de construction de logements intermédiaires financés par des prêts dits réglementés qui permettent non seulement des taux d'intérêt relativement bas, mais également un amortissement sur une très longue durée. Grand 3-1.1. Un nécessaire soutien. L'apport d'une garantie d'emprunt pouvant aller jusqu'à la totalité du montant du prêt de la Banque des territoires par l'autorité compétente en matière de logement est un schéma classique déjà éprouvé en métropole. Le CESEC relève toutefois que la Caisse de garantie du logement locatif social, la CG2LS, intervient en métropole également dans ce schéma de financement en contribuant au travers, elle aussi, d'une garantie d'emprunt au maximum de 20% du montant du prêt. D'après les auteurs du projet de texte et les représentants de l'Office polynésien de l'habitat, l'OPH, la participation de la CG2LS est prévue dans un futur proche, 2 ans. Elle est conditionnée par une modification réglementaire métropolitaine par décret d'État. Un accord de principe aurait d'ores et déjà été obtenu. Aussi, afin de permettre le démarrage dès à présent d'opérations identifiées aux conditions favorables proposées par la Banque des territoires, le pays fait le choix de pouvoir octroyer une garantie d'emprunt à 100%. Notre institution agrée le principe de cette mesure qui devrait générer une augmentation du nombre de logements intermédiaires locatifs. Par ailleurs, ce dispositif, de par la durée des prêts considérés jusqu'à 40 ans pour le bâti et de 50 à 80 ans pour le foncier,
permet de faire bénéficier aux futurs locataires de loyers réduits comparativement aux projets financés par la banque sur 20 à 25 ans. De même, le pays prévoit de renoncer à la rémunération de sa garantie d'emprunt qui est de 1% afin que celle-ci ne soit pas répercutée sur les loyers. Le CESEC reconnaît pleinement l'effet bénéfique des mesures projetées sur la maîtrise des prix des loyers. En outre, le projet de texte introduit la contrepartie d'une quote-part de mixité sociale à hauteur de 5% de logements ainsi financés, donc référence à l'article EP8. Ces logements bénéficieront aux organismes ayant pour objet la gestion locative solidaire de biens immobiliers dont 2 associations polynésiennes sont d'ores et déjà fléchées. Nous allons faire une pause, pardon, messieurs les rapporteurs, à cause du bruit. Il y a un bruit qui nous gêne. C'est bon, nous pouvons continuer. Je continue. Oui. En outre, le projet de texte introduit la contrepartie d'une quote-part de mixité sociale à hauteur de 5% de logements ainsi financés. Donc, c'est référence à l'article LP8. Ces logements bénéficieront aux organismes ayant pour objet la gestion locative solidaire de biens immobiliers dont 2 associations polynésiennes sont d'ores et déjà fléchées. Si le CESEC n'ignore pas les difficultés de mise en œuvre de ces dispositions par ces associations, ni les astreintes de montage de défiscalisation, les 5% seront disponibles à la fin de la période de défiscalisation. Il s'inscrit dans le sens social de cette modalité. Grand 3-1.2. Un environnement propice. Grand 3-1.2.1. Une bonne capacité de garantie d'emprunt du pays. En 2024, la capacité de garantie d'emprunt du pays, soit 20% des recettes réelles stables de la section de fonctionnement du budget de la Polynésie française, est de 26 milliards 500 millions. Dans le même temps, d'après les rédacteurs du projet de texte, le besoin d'investissement par an pour 300 logements locatifs et à l'acquisition inscrits à la PPH 2021-2030 serait de 5 milliards 600 millions annuellement. La capacité financière du pays en la matière serait donc satisfaisante. Pour illustration, compte tenu des garanties d'emprunt déjà octroyées en 2024, la garantie d'emprunt disponible serait actuellement de 10 milliards 700 millions. Grand 3-1.2.2. Une adhésion des parties prenantes du secteur. Les organismes privés de logement social, les OPLS, auditionnés par le CESEC, sont favorables à la mesure envisagée et sont prêts à solliciter la garantie d'emprunt du pays à hauteur de 100%. Selon leur dire, ceci devrait permettre de débloquer le marché sur ce segment de logement. De plus, du fait des besoins importants sur le marché de l'immobilier, les acteurs entendus par l'institution ont mentionné que la présence d'une filiale d'un organisme public n'est pas de nature à distordre les règles de la concurrence. Grand 3-1.3. Un ciblage sur le logement intermédiaire à inscrire dans le projet de loi du pays. Si le logement intermédiaire est clairement identifié dans l'exposé des motifs, le CESEC note que cette notion n'apparaît pas dans le projet de loi du pays. En effet, l'article LP7 précise, je cite, « Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes privés de logement social relevant de la loi du pays numéro 2016-34 du 29 août 2016, relative aux organismes privés de logement social ou les sociétés d'économie mixte, réalisées avec les bénéfices de prêts adossés à des ressources défiscalisées, à des fonds d'épargne ou à l'épargne réglementée, la Polynésie française peut garantir la totalité du montant d'emprunt jusqu'à 2 milliards de francs pacifiques par opérateur. » Fin de citation. Cependant, par définition, les OPLS couvrent le logement strictement social, mais aussi intermédiaire. De ce fait, la rédaction réglementaire ne semble pas limiter les nouvelles incitations au seul logement intermédiaire. Cette même considération est valable pour l'article LP8.
Le CESEC recommande l'inscription dans le projet de loi du pays du logement intermédiaire comme bénéficiaire des nouvelles dispositions. À ce titre, l'institution rappelle que dans son avis numéro 94/2022 du 3 janvier 2022 sur le projet de loi du pays modifiant la loi du pays numéro 2016-34 du 29 août 2016 modifiée relative aux organismes privés de logement social, elle préconisait déjà de définir plus précisément les critères permettant de distinguer le logement social du logement intermédiaire. Grand 3-2, pour un dispositif élargi afin d'exploiter pleinement les incitations offertes au logement intermédiaire. Donc, Grand 3-2.1, d'une expérimentation à améliorer. Pour le gouvernement, le projet réglementaire trouverait une application immédiate au travers de l'acquisition à terme de l'immeuble rénové Mahana Roa. Cette opération expérimentale est menée par l'OPLS Arana, qui est une filiale de l'OPH. La présente modification réglementaire est donc vivement attendue pour une livraison-vente du bien à Arana prévue en août 2024. Toutefois, de par son affiliation, la société Arana interroge. D'une part, les auditions n'ont pas porté spécifiquement dans le détail sur le rôle de Arana, notamment au regard de sa société mère, l'OPH. L'institution n'a ainsi pas pu apprécier pleinement la répartition des compétences dans le modèle économique envisagé entre ces deux entités. Arana se présente comme une société financière bailleur locatif en tant que gestionnaire uniquement. D'autre part, le CESEC s'interroge sur les garanties que peut présenter Arana quant à ses capacités notamment à recouvrer le règlement des loyers. Des éléments recueillis par le CESEC, le taux de recouvrement direct de l'OPH est de l'ordre de 40%. Arana fonctionne actuellement avec une partie des moyens de l'OPH. Pour assurer le succès de l'opération, le CESEC recommande que les deux entités soient distinctes. Arana a fait valoir que la clientèle n'était pas identique et que la politique de gestion, commission indépendante de sélection des ménages, avec décision finale du promoteur privé, politique de recouvrement, application de surloyer en cas de dépassement des plafonds de revenus, capacité d'expulsion, ne souffrirait d'aucun passif en lien avec l'OPH. Le taux de recouvrement en métropole pour ce même type de ménage est de l'ordre de 98%. Ce modèle économique a donc vocation à être autofinancé. Le CESEC est vigilant quant aux garanties de succès de Arana au regard de l'historique de l'OPH qui reconnaît à ce jour ne plus être en capacité d'emprunter pour assurer ses missions. Afin de participer à la dissociation entre la société mère et sa filiale, il convient que les gouvernances respectives ne soient pas confondues. Donc le CESEC recommande donc la distinction de l'équipe dirigeante de Arana de celle de l'OPH. Grand 3-2.2. Une mise en œuvre globale du déploiement de la garantie d'emprunt par opérateur. Nonobstant ce cas particulier suscité, mais dont la réussite en la matière pourrait dynamiser les actions ultérieures, la mesure envisagée doit contribuer à atteindre l'objectif de la PPH 2021-2030 de 150 logements intermédiaires à la location par an. Or, le projet de texte prévoit de limiter la garantie d'emprunt du pays à 2 milliards de francs CFP par opérateur. Donc le CESEC relève que cette limite est un frein au développement de logements et en inadéquation avec les besoins qui, pour l'heure, sont conséquents. Le Conseil estime que cette limitation au projet de loi du pays n'est pas de nature à permettre l'émergence de projets d'envergure permettant de contribuer à atteindre annuellement l'objectif fixé par la PPH 2021-2030. Aussi, le CESEC recommande la suppression du plafond de garantie d'emprunt par opérateur dans la loi du pays. Ce plafonnement pourrait relever du périmètre d'un arrêté d'application pris en Conseil des ministres ou intervenir au cas par cas dans l'évaluation des projets de demande de garantie d'emprunt soumis à la Polynésie française. Il s'avère en l'occurrence, selon l'exposé des motifs, qu'un arrêté en Conseil des ministres, donc article LP11, viendra préciser les modalités d'application de la loi de pays, à savoir les critères objectifs d'octroi tels que l'implantation de l'opération, les besoins de la population, la cohérence de l'opération avec la politique publique de l'habitat 2021-2030, la prise en compte du développement durable, etc. Pour le Conseil, cet arrêté devra ainsi garantir l'égalité de traitement
entre les OPLS dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau modèle économique, tout comme établir les pénalités en cas de sortie du dispositif. Grand 3-2.3, des projets associatifs œuvrant dans le logement social. De ces entrevues, l'institution a eu connaissance du projet d'une association d'acquisition d'un immeuble à des fins de logement social. Les dispositions envisagées pour la garantie d'emprunt du pays pourraient servir utilement ce projet d'intérêt public. Aussi, le CESEC invite les autorités à une réflexion visant à permettre aux associations reconnues d'utilité publique et dans le cadre strict du logement social de bénéficier du modèle économique proposé par la loi du pays. Grand 3-2.4, de la vente de logements intermédiaires. L'objectif confondu du nombre de logements intermédiaires par an à la PPH 2021-2030 est de 300, soit 150 à la location et 150 à la vente. Les dispositions du projet de texte discuté sont centrées, selon l'exposé des motifs, sur les marchés locatifs. L'institution regrette que l'accession à la propriété de logements intermédiaires, dont l'objectif quantitatif est équivalent, est tout aussi important que celui relatif à la location au sein de la PPH 2021-2030, ne soit pas incité à travers cette modification réglementaire. Alors que l'accès au logement devient de plus en plus difficile, le modèle du parcours résidentiel, depuis les différents régimes de location jusqu'à l'accès à la propriété, est remis en cause. Si les opérateurs considèrent, pour des raisons de pragmatisme, que le développement du parc locatif intermédiaire doit constituer une première étape, le CESEC estime que l'achat d'un logement intermédiaire doit être une priorité. De plus, l'accession à la propriété au même titre que l'importance d'avoir un emploi est pour le CESEC l'une des conditions à remplir pour mieux lutter contre la pauvreté. Aussi, le CESEC recommande l'examen rapide des modalités d'incitation au développement de logements intermédiaires destinés à la vente. Donc, grand 4 conclusions. L'objectif d'intérêt général défini par la politique publique de l'habitat 2021-2030 de logements intermédiaires par an pour les ménages dont les revenus par mois sont compris entre 2 et 4 SMIC est ambitieux compte tenu de la faible dynamique de production dans ce domaine. L'opérateur public, l'Office polynésien de l'habitat, OPH, a atteint ses limites et force est de constater qu'il n'est plus en mesure aujourd'hui d'emprunter pour financer ses projets. En réponse à ce besoin, le pays souhaite, en octroyant sa garantie d'emprunt en totalité, permettre le développement des prêts de la Banque des territoires à un taux d'intérêt bas et sur une durée très longue par rapport aux conditions du marché. Ce modèle économique, à l'attractivité d'investissement améliorée, doit permettre aux opérateurs privés de logement social OPLS de créer des logements intermédiaires avec des loyers abordables. Par conséquent, au-delà de la démarche parapublique entreprise par Arana, filiale de l'OPH, c'est l'initiative privée qui conditionne la réussite du dispositif. L'égal accès à cet outil par l'ensemble des opérateurs doit donc être garanti. Aussi, le CESEC adhère à l'évolution réglementaire principale présentée au projet de loi du pays et propose les recommandations suivantes. Alors, l'inscription dans le projet de loi du pays du logement intermédiaire comme bénéficiaire des nouvelles dispositions. La distinction de l'équipe dirigeante de Arana de celle de l'OPH. La suppression du plafond de garantie d'emprunt par opérateur dans la loi du pays. Et l'examen rapide des modalités d'incitation au développement de logements intermédiaires destinés à la vente. Par conséquent, et sous réserve des observations et recommandations qui précèdent, le Conseil économique, social, environnemental et culturel émet un avis favorable au projet de loi du pays, modifiant la loi du pays numéro 2017-1732 du 2 novembre 2017, définissant les conditions et critères d'attribution des aides financières, des avances et prêts et d'octroi de garantie d'emprunt aux personnes morales autres que les communes. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame, Monsieur le rapporteur. À présent, j'ouvre la discussion générale. Je vous donne la parole, Mesdames et Messieurs les conseillers.
qui pose des questions. Monsieur Patrick Gagnon. Merci Madame la Présidente. Bonjour à nos invités. Faisant partie de la commission, je ne voulais pas intervenir. Et comme je vois que mes collègues n'interviennent pas, Madame la Présidente, j'espère que notre avis favorable ne sera pas un avis favorable pour une catastrophe annoncée. L'OPH a de la chance aujourd'hui, puisque c'est le président lui-même qui prend en charge le logement. Donc je pense que c'est un point positif. Les rapporteurs ont bien fait comprendre que la société de location actuellement, l'OPH, malheureusement, avec 40%, effectivement, ne peut pas vivre longtemps. Et c'est pourquoi je félicite nos rapporteurs de faire en sorte que notre avis favorable puisse faire en sorte que Arana puisse se développer d'elle-même. Ça c'est une condition, à mon avis, essentielle. Alors, malheureusement, pour l'OPH, la difficulté que l'on rencontre, en tous les cas, à moins que je ne me trompe, c'est qu'en général, lorsque vous louez un appartement ou une maison, vous n'êtes pas tenté de faire en sorte que l'habitation soit des plus confortables ou des plus entretenues. C'est pourquoi que la proposition des rapporteurs de faire en sorte qu'on puisse accéder à la propriété me paraît une condition pour la réussite de Arana en tous les cas. C'est pour ça que je parlais d'un avis favorable, non pas pour une catastrophe annoncée, mais je pense que accéder à la propriété, c'est, je pense que les jeunes veulent aujourd'hui. Vous savez la difficulté pour les jeunes aujourd'hui d'avoir un terrain habitable, la cherté. Donc, on pousse effectivement le pays à faire en sorte que, surtout entre 1 SMIC, 2 SMIC et 4 SMIC, que ces jeunes-là puissent accéder assez facilement à la propriété. Nous allons donc voter favorablement pour ce projet d'avis. Merci beaucoup pour cet avis. Moana, à vous. Oui, Yorana Pretiteni, Yorana, chers collègues, Yorana, les invités. Je veux juste solliciter l'avis des représentants des banques. À partir du moment où le pays se porte garant à 100%, est-ce que vous allez solliciter une hypothèque dans le cas d'un achat d'un logement intermédiaire? Voilà. La question est posée. Oui, non, pas d'hypothèque. Pas du tout. La Banque des Territoires, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et de consignation, ne demande que la garantie de l'emprunt du pays. C'est tout. D'autres questions? Monsieur... Thierry Mosser. Thierry, pardon Thierry. Bonjour à tous et bienvenue à nos invités. Moi j'ai une remarque, c'est que je ne faisais pas partie de la commission, mais à l'occasion d'autres discussions sur le logement, il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est de dire qu'aujourd'hui en Polynésie, il y aurait 10 000 logements vacants, 10 000 logements vides. Pourquoi ils sont vides? Il y a beaucoup de raisons qui peuvent l'expliquer, mais une grosse partie des raisons concernent les besoins de rénovation de ces logements qui souvent sont devenus insalubres ou doivent être réparés, etc. Et
Et ce que je regrette un peu, c'est que là, on parle beaucoup de trouver des terrains, de construire des bâtiments, etc. Et on ne parle pas beaucoup, finalement, de rénovation. Et moi, j'ai quand même un regret, c'est que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'action actuellement vraiment lourde sur ce sujet pour inciter ou aider les propriétaires à rénover les logements pour pouvoir les mettre à la location, voire à la vente. Et je trouve ça un peu dommage parce que même si c'est des sujets difficiles, parce que quelquefois, c'est moins cher de raser et de refaire que de rénover, mais au moins le terrain, il est là, il est disponible. Il y en a en zone urbaine. Il y a même des bâtiments en zone urbaine entiers qui sont vides parce que les coûts de rénovation sont jugés trop importants pour les propriétaires. Et je trouve normal que ce sujet, finalement, soit souvent un peu passé au second plan par rapport à la construction neuve. Voilà, c'est un commentaire personnel. Merci de cet avis. Une réponse? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet qui est cité dans ce texte-là, celui de Arana, il faut savoir que ce n'est pas un achat, ni une construction, c'est une rénovation de bâtiments. Alors, toujours est-il, ce projet de loi va inciter les promoteurs, si ce projet passe, va inciter les promoteurs à non seulement acheter des terrains, construire et puis mettre à la location donc, pour des logements intermédiaires, mais va inciter également à pouvoir racheter des immeubles, des maisons abandonnées. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que si il y a un parc immobilier qui est laissé à l'abandon, qui n'est pas entretenu, c'est vrai qu'il n'est pas normal que ces maisons soient inoccupées. Voilà. C'est ce qui se passe exactement dans l'Hexagone. Hein. Il y a des communes, à Paris par exemple, il y a des milliers de logements qui sont inoccupés, abandonnés, ni même ni loués. Hein. Et donc la loi que l'on appelle la SRU, qui est appliquée dans l'Hexagone, commence à inciter les communes à obliger à avoir un certain nombre de pourcentages d'habitations à mettre en location pour le logement social. Ici, ce n'est pas encore arrivé. Ça pourrait l'être peut-être, je ne sais pas, à l'avenir. Voilà. Mais c'est vrai ce que vous dites. Hein. Il y a un parc immobilier à Tahiti qui n'est pas du tout entretenu, voire aussi à l'abandon. Et maintenant, il faudra motiver les propriétaires à les vendre. Pourquoi pas, hein. Voilà. Merci. Teiki, oui. Bonjour tout le monde. Je voudrais juste interroger mes collègues de la commission, savoir s'ils ont eu l'occasion de pouvoir échanger avec les représentants et les invités sur le comportement qu'il conviendrait de faire adopter par les occupants des logements, puisque peut-être qu'un des soucis aussi, c'est le savoir vivre ensemble dans des immeubles et le savoir régler ses charges dans les syndics, les choses comme ça. Est-ce que vous avez parlé un petit peu du... Parce que là, on parle beaucoup de créer le logement, mais après, il faut que le logement vive et il faut que les personnes à l'intérieur de ces nouveaux logements aient peut-être un comportement un peu différent de ce que l'on peut entendre de l'historique du comment ils ont vécu dans les Faré au PH. Voilà, est-ce que vous avez parlé de ça avec les invités? Madame le rapporteur. Voilà, alors, Teiki, pour te répondre. Effectivement, nous avons reçu un invité qui était M. Jerry Biré, qui gère une association qui s'occupe effectivement de placer des personnes dans des logements privés. Et ils payent 30% de leur loyer. Effectivement, à ce niveau-là, c'est pour ça que dans notre avis, on a préconisé quelque chose en destination de ce genre d'associations qui pourraient bénéficier des dispositions de ce texte, de la garantie de l'emprunt du pays. Pour l'instant, ils ne sont pas encore. Donc, eux, c'est clair. Donc, ils ont que 10% de loyer impayé en 14 ans d'existence. Donc, ils apprennent en fait à ces personnes de payer un loyer. Et après, ces personnes peuvent accéder à un logement au PH. C'est ça, effectivement, la culture, comme on dit. Et c'est ça le vrai problème aussi à l'OPH, c'est qu'il y a des gens qui ne payent pas.
Il faut savoir aussi que, d'après les informations que nous avons eues, au niveau de l'OPH, il y a quand même à peu près 600 millions de loyers qui vont passer à la trappe parce que ces personnes qui vivent dans ces logements-là font appel, effectivement, déposent un dossier à la commission de surendettement. 600 millions de loyers, à peu près, en gros. En tous les cas, pour cette année. Hein. Donc, forcément, c'est énorme. Donc, le président de cette association nous disait à juste titre, il y a une condition hein, pour pouvoir bénéficier de leur aide, c'est que les futurs locataires hein, acceptent de signer un accord en disant qu'ils ne vont pas déposer un dossier à la commission de surendettement. En fait, c'est que des salariés. Donc, c'est 30% sur le loyer et 70% c'est pris en charge par l'association. Effectivement, c'est assez vertueux comme principe, mais pour l'instant, ils ne sont pas bénéficiaires de ce dispositif. Hein? Donc, effectivement, on dit aussi qu'il faut rendre ces personnes propriétaires, il faut qu'ils accèdent à la propriété. En accédant à la propriété, ils prennent soin. Effectivement. Et quand ce n'est pas leur bien, quand c'est en location, ce n'est pas facile. Hein? Mais j'entends bien hein, les remarques que tu formules, bien évidemment, ça serait l'idéal même. Mais les êtres humains, on sait comment ils sont. Si ce n'est pas leur bien, ils ne vont pas. Ça, c'est clair. Donc voilà, dans une de nos préconisations, on a effectivement le pays à faire en sorte que ces associations-là puissent effectivement bénéficier de la garantie aux emprunts du pays. Voilà. Merci Lucie pour ces retours. C'est un peu la genèse d'une nouvelle entité hein, qu'on est en train de vivre. Et on ne sait pas ce qu'on gagne, mais on sait ce qu'on a. Un OPH avec un héritage. Moi, j'invite vraiment toutes les personnes dans cette salle, et en particulier les invités et les représentants de cette future entité, enfin presque existante, de bien considérer que c'est la genèse, c'est-à-dire que inscrire dans les gènes et dans les règlements qui seront les bases et les fondamentaux des comportements à avoir. On voit bien, vivre en appartement, ce n'est pas adapté aux Polynésiens. Pourtant, nous n'avons pas d'autre choix. Et la ISPF fait un travail phénoménal. Mais c'est ciblé. L'OPH, par le passé, a tenu également ce type de travaux en interne. Et ça avait porté des fruits, mais ils se sont essoufflés de mémoire. Donc voilà, c'est un point vraiment à inscrire dans les gènes, le comportement à travers des règlements, parce que autant Arana va faire, mais qu'en sera-t-il des OLSP? Est-ce qu'ils seront, eux, soucieux de l'après-construction, l'après-édification? Voilà, merci. Merci bien, Teiki. Monsieur Jeff. Merci Madame la Présidente. Je voulais juste intervenir en tant que président de commission. Effectivement, on a bien compris une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est en déficit chronique de logement. On a 3000 jeunes qui arrivent sur le marché tous les ans. On a déjà un gros déficit au niveau du logement. On a du logement insalubre, 10 000 de mémoire. Donc on voit bien qu'on est face au tonneau des Dalaïdes. On a 3000 qui arrivent, on en fabrique 140 et on ne voit pas le bout du tunnel, quoi. Et donc, en fait, là, c'est la première pierre qui va permettre peut-être de démultiplier cette fabrication de logements. C'est globalement ça qu'on retient. Et c'est finalement ça le plus important. C'est de se dire que là, effectivement, avec la Banque des territoires, on va pouvoir avoir accès à un levier qui va permettre de fabriquer plus de logements, parce que, effectivement, en termes de fabrication, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Voilà. On ne peut pas. Donc, on avait besoin de cet outil-là. Alors, effectivement, j'ai bien compris en commission que
il y avait des réticences compte tenu du fait l'OPH, ils se sont plantés, on ne va pas faire un OPH bis, sinon ça va se reproduire, etc. Je pense qu'il faut partir du principe qu'on a là un outil, on a la possibilité de mettre en place un outil qui va démultiplier la construction, et on a vraiment, vraiment besoin de cet outil. Je pense que globalement, on peut regarder les choses dans le détail, on peut effectivement parler du comportement, on peut parler de plein de choses, mais aujourd'hui, l'urgence absolue, c'est de loger les gens. Les gens qui sont 8, 10 dans une maison, ça ne peut pas durer longtemps. Donc voilà, c'était juste cette intervention que je comptais faire, Madame la Présidente. Merci bien. Sandra? Oui, merci la Présidente. Bonjour à tous. Je voulais juste revenir sur la question de Moana. Je ne sais pas si Félix a pu t'apporter la réponse que tu souhaitais. En tout cas, enfin, désolée, je ne suis pas intervenue, mais par rapport à tes questions, là, c'est la Banque du Territoire qui finance ces projets. Donc les banques représentées par la FBF n'y interviennent pas. Mais par contre, pour les personnes qui vont acquérir les biens, qui devront faire des prêts, effectivement, là, ils vont se rapprocher des banques. Dans ce cadre-là, oui, les banques vont demander des garanties. Donc, mais il y a des sociétés de cautionnement. Donc, voilà. C'était juste pour répondre à la question de Moana. Merci bien, Sandra. Raymond. Merci, Madame la Présidente. Bonjour aux collègues et bonjour à nos invités. Moi, je voudrais revenir sur un point que le représentant de la Banque de Territoire nous a précisé et je suivrai aussi les remarques de Patrick, à savoir que nos jeunes voudraient accéder à la propriété. Ce texte ici est pour le logement locatif intermédiaire, 150 logements par an. Et comme Jeff l'a précisé tout à l'heure, nous avons d'autres opérateurs qui attendent ce texte. C'est un peu pour ça qu'on ne voudrait pas mettre le frein à 2 milliards. Si la Banque des Territoires nous dit qu'on pourrait accéder à la propriété par le logement intermédiaire à l'acquisition, ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être songer à un nouveau texte concernant justement le logement intermédiaire à l'acquisition. C'est vrai, si nos jeunes devaient acheter actuellement, ils devraient s'éloigner de la ville. Il faut aller vers Hitia, il faut aller vers Papara, tellement c'est cher. Mais si, comme on nous dit qu'il y a des logements à rénover en ville, pourquoi pas? À ce moment-là, ils pourraient se porter soit locataires, soit acquéreurs, selon ce que le propriétaire de l'immeuble désire. Voilà, Madame la Présidente. Merci bien. Christophe. Bonjour à tout le monde, bonjour à nos invités. Je voudrais revenir sur le taux d'impayé de l'OPH, qui est de 60%. Est-ce que lors des commissions, ils vous ont expliqué le pourquoi du comment, depuis quand ça dure et comment on en est arrivé là? Et quelles garanties ils apportent aujourd'hui que sur la nouvelle structure, on ne va pas se retrouver dans la même situation? Parce qu'aujourd'hui, si les financements des banques privées ne sont plus là, c'est bien qu'il y a une raison. Il n'y a aucun système économique qui peut tourner avec 60% d'impayés. Oui, alors la nouvelle structure qui est proposée aujourd'hui, celle de Arana, et donc déjà, dans un premier temps, la clientèle, si je peux m'exprimer ainsi, la clientèle n'est pas la même. Donc c'est une clientèle qui a quand même un peu de moyens. C'est pas vraiment du social. Comme le texte nous explique, c'est de l'intermédiaire, c'est entre 2 SMIC et 4 SMIC. Ensuite, au niveau de la gestion, c'est pas du tout, c'est très très différent. Arana aura la possibilité et le pouvoir de mettre en demeure les locataires, les impayés, et même de les expulser. Ce que l'OPH n'a pas vraiment les moyens de le faire. Voilà. Je ne sais pas si ça peut répondre à tes questions. Voilà. Merci bien. D'autres questions? Je pense que nous pouvons passer à l'adoption du texte dans ce cas. Nous passons à l'adoption du texte et je laisse Lucie prendre sa deuxième casquette. Merci.
Merci, Présidente. Donc, nous allons procéder au vote, comme vous avez l'habitude. Donc, je vais demander le vote et après, vous allez vous exprimer en vous levant le doigt. Comme ça, je vais faire l'appel nominal pour permettre au secrétariat de bien pouvoir noter vos votes. Donc, allons-y. Donc, qui est favorable? Qui est pour? Qui est pour l'avis qui vous est présenté ce matin? Donc, l'avis favorable. Donc, on va commencer par là. Donc, Isabelle Trebuc, Andrea Royal, Diego Lao, Méré Trouillet, Maëva Vann, Thierry Buteau, Marc Barcinas, Martine Neza, Moana Mamadou Hotopo, Diana Yanko, Tehe Veiria, Patrick Galnon, Patrice Pohoué, Ina Outia, Raymond Raoul, Teginui Porlier, Tahia Changtian, Léna Normand, l'abbaye Sandra, Jean-François Benhamza, Thierry Mosser, Louis Probo, Karel Luciani, Marguerite, non? Marguerite Lai, Montfort Christophe, Stanley Elacotte, Tewia Wawaiki, Félix Fong, moi-même Lucie Tifna, Voltina Romantarois Dauphin et Patricia Ter-Iter Ahomia. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, mesdames et messieurs. Donc, nous allons passer au vote des procurations. Donc, Madame Mayana Bombridge a donné procuration à Madame Raymond Raoul. Bon. Monsieur Joël Carillo a donné procuration à Madame Tahia Changtian. Bon. Monsieur Maximilien Hawata a donné procuration à Madame Maëva Vann. Bon. Monsieur Jean-Michel Onsin a donné procuration à Monsieur Félix Fong. Bon. Monsieur Christophe Plé a donné mon procuration à Madame Andrea Royal. Bon. Monsieur Edgar Tayatoua a donné procuration à Madame Diana Yanko. Monsieur Antonia Ter-Inohorai a donné procuration à Monsieur Patrick Galnon. Monsieur Alain Teurier a donné procuration à Madame Marguerite Lai. Monsieur Marotea Vitrac a donné procuration à Monsieur Tekinui Porlier. Pour Monsieur Hérani Nouveau a donné procuration à Madame Méré Trouillet. Monsieur Macalio Folitou a donné procuration à Madame Patricia Ter-Iter Ahomia. Et Henriette, on attend ton vote pour. Donc voilà, Madame la Présidente, tous les votes par procuration se sont tous exprimés. Merci à tous. Donc notre projet de loi et projet d'avis est adopté à l'unanimité par 43 voix. Allez, vas-y Félix, je te laisse. Oui, vas-y. Rapporteur, vous pouvez. Madame la Présidente, je tiens à remercier l'excellent travail de la Commission. Les invités. Non, c'est bon. Donc je tiens à remercier l'excellent travail de la Commission et ainsi celui du conseiller Sébastien Dos Anros. Santos. Maruru. Les invités, tu les remercies pas. Bon. Moi, je tiens à remercier les invités pour votre contribution au bon déroulement des travaux des commissions. Je remercie également le président de cette commission et les membres du travail que vous avez effectué. Merci beaucoup à tous. Merci. Voilà. OK, allez, hop.
C'est qui pose des questions? C'est lui. D'accord, d'accord. Je le regarde alors, lui? C'est ça, ok, ok. Oui, 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 la fonction. D'accord. Ok. Là, ça va? Ah oui, j'aime pas les carrés. Ok. Ok, donc là, nous sommes arrivés au premier examen du premier texte suite à la séance plénière de ce matin. Est-ce que tu peux nous te présenter et puis juste donner quelques informations concernant le texte qui a été vu ce matin? Ok, bien entendu. Bonjour, je m'appelle Toriki Ateni. Je suis le directeur général d'Arana. Arana, donc, c'est une filiale en fait de l'OPH qui est chargée de mettre en place de construire, d'acheter des logements en fait intermédiaires avec les prêts de la Banque des Territoires. Et donc, il était question ici de donner un avis sur un texte spécifique. Effectivement, c'est une première étape, mais c'est une étape importante et je suis heureux en fait que voilà, les membres du CESEC aient à l'unanimité en fait adopté ce projet de texte qui permet en fait au pays d'apporter sa garantie donc aux prêts que vont contracter en fait les bailleurs, les OLSP, organismes de logement social privé, pour bénéficier des prêts de la Banque des Territoires et ainsi produire plus de logements parce que voilà, il y a une urgence aujourd'hui de répondre aux besoins à la fois en logements sociaux mais également aux logements intermédiaires, que ce soit pour du locatif ou pour de l'acquisition. Quand on parle de logements intermédiaires, c'est déjà une certaine catégorie de personnes? Oui, grosso modo, on va dire que c'est pour des ménages en fait, des jeunes ménages qui sont entre 2 et 4 SMIC. Alors que le logement social, on est plutôt sur la catégorie des 0 à 2 SMIC, qui est plutôt le cœur de métier de l'OPH. Et les OLSP, eux, travaillent plus en fait sur la tranche de revenus des 2 à 4 SMIC. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir, bonne journée. L'élaboration de ce code de l'énergie ne s'est pas effectuée à droit constant, a impliqué un certain nombre de modifications et d'ajouts de dispositions visant à substituer un corpus renouvelé au maquis de textes dispersés et obsolètes, faire face aux mutations que connaît le secteur des énergies, notamment la transition énergétique, satisfaire des exigences juridiques telles que le dégroupement des activités de production, de transport et de distribution de l'énergie, afin de favoriser le pluralisme dans le cadre notamment d'une action de régulation. Dans ce cadre, l'article LP 311-1 du Code de l'énergie pose le principe que l'activité de production d'électricité ne constitue pas une activité de service public, contrairement aux autres activités de transport et de distribution, ce qui a pour conséquence implicite d'ouvrir ce secteur à la concurrence. Aussi, dans ce contexte, le Code de l'énergie définit l'activité de régulation économique du secteur de l'énergie et prévoit certaines prérogatives à l'autorité administrative compétente en matière de régulation économique du secteur de l'énergie pour trancher les différends, exiger la transparence sur certaines données ou encore sanctionner les contrevenants. Dans l'attente de la création d'une autorité administrative indépendante, cette mission a été dévolue au service des énergies, aujourd'hui Direction polynésienne de l'énergie. Aussi, le présent projet de loi du pays a pour objet de modifier et de compléter les codes de l'énergie et de la concurrence en vue de transférer et de renforcer la mission de régulation sectorielle en matière d'énergie de la Polynésie française, relevant actuellement de la Direction polynésienne de l'énergie DPE, vers l'autorité administrative indépendante, AAI, nommée Autorité polynésienne de la concurrence, APC. L'exposé des motifs précise dans ce cadre que l'objectif est de renforcer et de professionnaliser le contrôle des opérateurs du secteur énergétique et en particulier des délégataires de services publics de l'électricité. Observations et recommandations. Le projet de loi de pays appelle de la part du CESEC les observations et recommandations suivantes. 1. S'agissant du principe de régulation du secteur de l'énergie et de l'état du droit existant, 1. Le principe de régulation du secteur de l'énergie. En théorie, réguler consiste à user de pouvoirs de réglementation et de contrôle pour accompagner l'introduction de la concurrence dans un secteur de l'économie géré jusque-là principalement sous la forme de monopole. Pour rappel, à la différence de la production de l'électricité, le Code de l'énergie polynésien a maintenu, dans le secteur de l'électricité, des sphères d'activité exclues de la concurrence comme le transport et la distribution de l'électricité. Ce maintien rend la dérégulation nécessaire en raison du caractère hybride de ce secteur entre préservation des impératifs de service public
et respect des règles de la concurrence, et au sein duquel des monopoles dominent les infrastructures dites essentielles. En effet, ces activités de transport et de distribution d'électricité s'effectuent tout comme le secteur des télécommunications dans le cadre d'une industrie de réseau et sur la base d'infrastructures essentielles. Ces dernières présentent des caractéristiques de monopole naturel qui, par leur importance en termes d'investissement et de coûts, sont difficilement duplicables et donc uniques. En ce sens, leur accès au tiers doit être organisé. Dans ce cadre, la réglementation polynésienne détermine les contours et le domaine d'intervention de cette régulation, sans toutefois définir la notion de régulation sectorielle. 1.2. L'état du droit applicable en matière de régulation de l'énergie. En matière d'énergie, l'article LP 231-1 du Code de l'énergie, dans sa version actuellement en vigueur, définit l'activité de la régulation économique du secteur en mettant plus particulièrement l'accent sur le secteur de l'électricité. Il précise en effet que la mission de régulation consiste à mettre en place et à maintenir l'équilibre économique entre les différents acteurs du secteur de manière transparente et notamment à veiller à la mise en œuvre des principes généraux prévus à l'article LP 111-1. B. Participer à la tarification des prestations de production, de transport et de distribution. Assurer un contrôle comptable et financier sur les différents opérateurs. Assurer une mission de surveillance et d'observation des marchés du secteur de l'énergie. Veiller à ce que les conditions d'accès au réseau de transport et de distribution d'électricité n'entravent pas le développement de la concurrence. Enfin, arbitrer les litiges éventuels entre les différents intervenants du secteur de l'énergie. L'article LP 231-4 met l'accent sur les prérogatives de l'autorité administrative compétente en matière de régulation économique sectorielle, demande d'information, injonction en cas de manquement, mesures conservatoires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux, règlement de différends et sanctions possibles. Dans les faits, et dans l'attente de la création d'une autorité administrative indépendante, l'autorité administrative compétente visée par la réglementation pour la régulation du secteur est le service des énergies. Aujourd'hui, Direction polynésienne de l'énergie, service administratif du pays. Il convient en effet de rappeler que l'APC a préconisé le recours à une instance de régulation économique indépendante, possiblement multisectorielle, qui constitue la forme d'intervention publique présentant les meilleures garanties d'expertise et d'indépendance pour l'organisation et l'ouverture à la concurrence des industries des réseaux au bénéfice des entreprises et des consommateurs. Selon elle, la diversité des fonctions exercées dans le secteur de l'énergie par le pays, à la fois réglementaires, régulateurs et opérateurs, car disposant de divers intérêts et responsabilités dans la chaîne de valeur, telles qu'une participation dans des entreprises de production comme Maramanui, puis à faire apparaître des situations génératrices de conflits d'intérêts. Dans l'éventualité où le gouvernement souhaitait garder le rôle de régulateur et lever toute ambiguïté en matière, l'APC a notamment suggéré une solution consistant à sortir du capital des producteurs d'électricité et notamment à céder ses parts de la société Maramanui. Dans le même sens, la Chambre territoriale des comptes, CTC, a invité le pays à prendre des mesures adéquates afin de prévenir d'éventuels conflits d'intérêts liés au cumul de ses fonctions de régulateur, de concédant et d'actionnaire. Elle estime que le pays a le choix entre plusieurs modalités pour renforcer les garanties d'impartialité, création d'une autorité administrative indépendante dans le domaine de l'électricité, ainsi que l'envisageait le plan de transition énergétique sorti du capital de la société Maramanui, etc. Pour sa part, le CESEC a plaidé en 2018 pour l'externalisation de la mission de régulation auprès d'une autorité administrative indépendante, à intégrer aux missions actuelles de l'APC afin d'assurer son indépendance vis-à-vis de l'autorité concédante qu'est le pays, et ce, sur la base de l'avis et des préconisations alors faites par l'APC. En effet, interrogé par l'institution sur sa capacité à intégrer les compétences de régulation du secteur de l'énergie, l'autorité avait répondu favorablement à cette faisabilité et préconisé la création d'un collège spécifique pour l'énergie pouvant être constitué de 2 personnes dédiées et bénéficier des moyens mutualisés de l'APC pour les aspects administratifs et logistiques. Un partenariat avec la Commission de régulation de l'énergie, CRE, pouvait également être envisagé. Dans l'attente de cette externalisation, le CESEC avait recommandé le renforcement des compétences du service des énergies avec l'appui des structures nationales telles que la CRE, entité nationale exerçant la mission des régulateurs sectoriels. Selon l'exposé des motifs, à ce jour, un seul agent de la DPE assure la mission de régulation à temps plein avec l'appui de prestataires extérieurs, ce qui se révèle insuffisant. Aussi, le CESEC regrette de ne pas avoir recueilli plus d'éléments de la part du pays concernant les impacts de la politique de régulation menée jusqu'à présent. Pour l'institution,
L'efficacité économique doit demeurer le principal objectif d'une politique de régulation sectorielle. Il s'agit pour le régulateur de s'assurer que les intérêts des consommateurs soient préservés, tout en mettant en place les conditions pour la croissance et l'innovation dans le secteur dont il a la charge. À cet effet, qu'en est-il des suites réservées à la recommandation du CESEC relative à l'application de la contribution au service public de l'électricité, CSPE, à la Polynésie française, au nom du principe d'égalité entre les collectivités d'outre-mer et compte tenu du rôle du pays concernant l'indépendance énergétique de l'Hexagone? Deux, s'agissant de la proposition de transfert de la mission de régulation à l'APC. En liminaire, le CESEC regrette fortement de ne pas avoir pu auditionner l'APC, elle-même saisie du projet de loi de pays en même temps, afin de recueillir son avis sur ce projet de texte qui la concerne directement. Il semblerait en outre que l'APC soit intervenue lors de l'élaboration de ce projet de texte. Si ce transfert de compétences semble répondre au premier abord aux recommandations du CESEC précitées, il semble toutefois ne pas être satisfaisant au regard de nombreuses interrogations et problématiques qu'il suscite sur le plan organisationnel, financier et des capacités techniques de l'APC. Sur les modifications du Code de l'énergie, tel que rappelé par l'exposé des motifs, l'article LP3 constitue la principale modification du Code de l'énergie, à savoir celle de confier, au travers de l'article LP 231-1 précité, l'activité de régulateur à l'APC pour l'électricité et le gaz. La Polynésie française restant compétente en matière de régulation des hydrocarbures. Selon l'exposé des motifs, l'activité du gaz n'est certes pas encore entrée dans une phase concurrentielle, mais de nombreux échanges démontrent une volonté de quelques acteurs de se positionner sur ce marché. Le CESEC c'est en effet d'un deuxième terminal gazier est en cours de réalisation dans la commune de Hitia. Selon l'information relayée par les médias, ce projet comprend un site sécurisé de réception maritime, de stockage et de conditionnement de gaz de pétrole liquéfié, butane et propane. S'agissant des hydrocarbures, le pays souhaite garder la main sur ce secteur pour des considérations liées à la politique tarifaire relevant en termes de suivi de la Direction générale des affaires économiques DGAE. Cette dernière gérant également la péréquation sur les hydrocarbures. Pour le CESEC, tel que prévu, ce transfert de compétences de régulation du secteur de l'énergie, finalement partiel, fait preuve d'incohérence. Sur le plan de la terminologie, un hydrocarbure est une molécule composée uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. C'est par ce même terme que l'on désigne notamment le pétrole et le gaz naturel. Aussi, pourquoi une telle distinction ? Par ailleurs, l'institution constate que le gaz est mis en bouteille pour sa distribution et qu'il n'y a pas de projet de distribution en réseau public à court et moyen terme. Ce type d'infrastructure nécessitant, selon le distributeur de la place, des coûts exorbitants d'investissement, rien qu'à l'échelle de la ville de Papeete. Il ne s'agit donc pas en l'espèce d'infrastructures essentielles. Outre le fait que cette disposition semble être une reprise des dispositions métropolitaines, la CRE étant compétente en matière de régulation du gaz, le CESEC s'interroge sur l'opportunité d'un tel transfert de compétences, notamment au regard de l'expertise que cela nécessite. Surtout, l'institution rappelle que les hydrocarbures constituent 70% du coût de production de l'électricité et qu'il apparaît donc difficile de séparer ce secteur de celui de l'électricité. Ce transfert partiel de compétences est par ailleurs incohérent avec les dispositions de l'article LP 1er précité qui désigne l'APC comme autorité de régulation en matière d'énergie, le thème énergie étant ici employé au sens large. Ce transfert partiel de compétences, Enfin, remplacer le terme veille par celui de participer en matière de mise en œuvre par le régulateur des principes généraux prévus par l'article LP 111-1 du Code de l'énergie semble revoir la répartition des prérogatives entre le régulateur et le pays, et ce, au détriment du principe d'indépendance de l'autorité compte tenu du risque de lien de subordination possible entre l'APC et le pays, ce dernier fixant les grandes orientations de la politique publique de l'énergie. D'ailleurs,
au regard de ces principes directeurs de la politique publique, qu'en est-il du mix énergétique et de la place réservée aux énergies renouvelables électriques et tout particulièrement au photovoltaïque? Telles que proposées, les modifications effectuées au sein du Code de l'énergie semblent compliquer la bonne compréhension et même rendre les contours et le domaine d'intervention de la régulation sectorielle imprécis. Sur les modifications du Code de la concurrence, le projet de loi du pays modifie au travers de 15 articles les dispositions du Code de la concurrence relatives à l'autorité polynésienne de la concurrence. Aussi, le CESEC regrette-t-il une fois de plus l'absence de l'avis de l'APC sur l'ensemble de ces dispositions qui modifient ce statut. En matière d'organisation, s'agissant du collège de l'APC, pour le CESEC, le fait de désigner sur un poste non permanent un vice-président pour le traitement des dossiers relatifs aux aspects régulatoires et énergétiques soumis au collège ne permet pas une efficacité de l'action de régulation. Tout d'abord, le fait de prévoir la nomination du vice-président sur la base de compétences et d'une expérience reconnue dans le secteur de l'énergie, auquel s'ajoute une obligation d'indépendance et de probité, suppose un recrutement spécifique et pas de proximité. Par ailleurs, les membres du collège non permanent sont rémunérés à la vacation, ce qui peut paraître peu attractif au regard notamment des fonctions et responsabilités prévues. Le projet de texte précise en effet que le vice-président préside les séances du collège relatives aux aspects régulatoires et énergétiques. Le président de l'autorité peut également déléguer au vice-président la compétence pour agir, intervenir ou défendre de toute juridiction au nom de l'autorité lorsque l'affaire portée en justice concerne les compétences de l'autorité en matière de régulation. D'ailleurs, dans un souci d'efficacité, cette délégation de compétences ne devrait pas être une possibilité compte tenu des compétences requises en la matière. S'agissant du service d'instruction dédié à la régulation sectorielle, à l'instar de la nomination du vice-président du collège, le CESEC considère que le recrutement d'un rapporteur général et d'au moins un rapporteur en raison de leur qualification juridique, économique et technique en matière d'énergie et ce, sur la base de l'application des règles d'incompatibilité liées à cette fonction, suppose que le recrutement s'effectuera dans un vivier très restreint, voire inexistant en Polynésie française. Selon les rédacteurs du projet de texte, ce recrutement pourrait porter sur l'agent actuellement en poste au sein de la direction de l'énergie, mais également en métropole. À cet effet, le CESEC estime que le transfert envisagé au profit de l'APC de la redevance de 8 millions perçue annuellement par la DPE de la part du délégateur du service public EDT au titre de l'activité de contrôle pourrait se révéler être insuffisant pour couvrir les dépenses en fonctionnement de ce service instructeur. Enfin, la faculté pour le rapporteur de traiter des dossiers en matière de concurrence comme en matière de régulation serait source de conflits pouvant fragiliser sur le plan juridique les décisions prises. S'agissant du rapport de contrôle des activités de service public d'électricité, l'institution considère que le rapport annuel de contrôle des activités de service public d'électricité doit, à l'instar du rapport annuel d'activité de l'APC et du rapport sur le respect du Code de l'énergie par les gestionnaires du réseau, être rendu public dans un souci de transparence et d'efficacité de la régulation sectorielle. En matière d'attribution, de procédures et de décisions, le CESEC s'interroge fortement sur cette nouvelle articulation et les risques d'interférence entre les différentes compétences de l'APC. Il regrette de ne pas avoir recueilli l'avis de l'APC, notamment sur ses capacités techniques à assurer la mission de régulation en matière d'accès au réseau et le règlement des différends. Pour rappel, le domaine d'intervention de cette autorité de la concurrence porte en grande partie sur le contrôle des pratiques d'abus de position dominante, d'entente entre entreprises et de prix prédateurs, et ce, sur un marché déjà ouvert à la concurrence, alors que le secteur électrique, quant à lui, s'ouvre progressivement et de manière partielle à la concurrence. Aussi, bien que l'institution ne remette nullement en question les compétences de l'APC en matière de concurrence, notamment sur le plan économique, juridique et comptable, elle craint toutefois que la mission de régulation des marchés électriques et gaziers dépasse le cadre des compétences de cette autorité, notamment au regard de la complexité et de la technicité élevée de ces matières. Enfin, le CESEC relève que, sur le plan national, les fonctions de régulation de la CRE
sont dissociées de ses compétences d'instruction et de mise en œuvre des procédures de règlement des litiges, d'accès au réseau et de sanctions, afin de respecter les exigences découlant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui n'est pas le cas au travers du projet de texte. Outre le fait de disposer de 160 agents hors collège, la CRE est en effet constituée de 2 organes indépendants, à savoir un collège et un comité de règlement des différends, le COR10. Aussi, compte tenu des risques de partialité, le CESEC recommande la passation de convention avec la CRE pour le règlement des différends et de sanctions ainsi que pour la régulation du secteur de l'énergie. En tout état de cause, l'institution considère que l'APC doit rester compétente uniquement en matière de concurrence et ne pas se voir attribuer des compétences de régulation sectorielle. Enfin, conclusion. Le présent projet de loi du pays a pour objet de modifier et de compléter les codes de l'énergie et de la concurrence en vue de transférer la mission de régulation sectorielle en matière d'énergie de la Polynésie française, relevant actuellement de la Direction polynésienne de l'énergie, DPE, voire l'Autorité polynésienne de la concurrence, vers l'Autorité polynésienne de la concurrence, APC. À cet effet, l'institution regrette fortement de ne pas avoir pu auditionner et recueillir l'avis de l'APC sur ce projet de texte qui la concerne directement. Aussi pour le CESEC. Une analyse des impacts de la politique de régulation menée jusqu'à présent en matière d'énergie aurait été souhaitable en termes notamment d'efficacité économique, principal objectif d'une politique de régulation sectorielle. La Polynésie française doit accéder au dispositif de la CSPE, surtout compte tenu du rôle du pays concernant l'indépendance énergétique de l'Hexagone. Le transfert de compétences de régulation du secteur de l'énergie, finalement partiel, fait preuve d'incohérence et suscite des interrogations notamment sur l'électricité et le gaz, le pays restant compétent en matière d'hydrocarbures. Les modifications proposées au sein du Code de l'énergie compliquent et rendent les contours et le domaine d'intervention de la régulation sectorielle imprécis. La décision sur un poste non permanent d'un vice-président de collège spécialisé ne permet pas une efficacité de l'action de régulation. Les conditions de recrutement d'un rapporteur général et d'un rapporteur spécialisé est source de conflits et suppose un recrutement dans un vivier restreint, voire inexistant en Polynésie française. Le rapport annuel de contrôle des activités de service public d'électricité doit être rendu public dans un souci de transparence et d'efficacité de la régulation sectorielle. Cette nouvelle articulation et les interférences possibles entre les différentes compétences de l'APC suscitent des interrogations et des craintes quant aux capacités techniques de l'autorité compte tenu de la complexité et de la technicité élevée des secteurs électriques et gaziers. Des conventions avec la CRE doivent être passées en matière de règlement des différends et des sanctions ainsi que pour la régulation du secteur de l'énergie. Compte tenu des observations et recommandations qui précèdent, le Conseil économique, social, environnemental et culturel émet un avis défavorable au projet de loi du pays relative à la régulation sectorielle en matière d'énergie. Merci. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. J'ouvre la discussion générale. Je vous donne la parole, Mesdames et Messieurs les conseillers. Monsieur Jeff. Je comptais pas prendre la parole, mais je vois que du côté de mes collègues, il n'y a pas vraiment de réaction. Donc, simplement, pour montrer qu'en fait, tout est dit dans ce projet d'avis. Je crois que clairement, on comprend pas. Voilà, c'est l'incompréhension totale.
l'autorité qui est censée s'occuper de la concurrence, elle ne peut pas jouer un rôle de régulateur, quoi. Ça paraît juste évident. Et dans ce mélange des genres, on voit bien qu'on est confronté à ça, puisqu'on lui demande en plus son avis sur un texte dont elle est probablement un peu à l'origine, quoi. Donc voilà, je crois que c'est une grosse incompréhension. Et on n'a pas pu avoir d'éclaircissement, puisque justement l'APC était en train de travailler sur ce sujet, et donc ne pouvait pas intervenir alors qu'ils étaient les premiers concernés. Compréhension totale. Voilà. C'est rare qu'on mette un avis défavorable, mais là, franchement, on ne pouvait pas faire autrement. C'était juste pour préciser ça, et le cas échéant pour lancer la perche à mes collègues. Merci beaucoup. C'est bon? Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais simplement intervenir, si vous permettez, sur la CSPE, c'est la contribution service public électricité, qui aujourd'hui consiste en métropole à faire en sorte que toutes les collectivités ou départements qui ne sont pas interconnectés à l'énergie nucléaire en métropole, en France métropolitaine, sont subventionnés. Et malheureusement, nous, Polynésie française, qui avons quand même subi en matière d'énergie nucléaire des difficultés, nous ne bénéficions pas de cette subvention et qui est gérée donc par la CRE. Et là, c'est la contribution service public électricité. C'est pour ça que nous avons parlé de la CSPE dans ce projet. Je voulais simplement juste... il y a l'ensemble des collectivités et pays d'outre-mer, et notamment aussi la Corse, qui n'est pas reliée directement au continent, qui perçoivent cette subvention. Et malheureusement, nous ne percevons pas cette subvention, c'est ce qui me paraît un peu dommage. Et par contre, la Wallis et Futuna bénéficie de cette contribution service public électricité. C'est les précisions que je voulais apporter, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur. Diana. Bonjour à tous. Merci Patrick pour cette information. Mais pourquoi la Polynésie ne bénéficie? Qu'est-ce qui bloque? Je voulais comprendre un petit peu ce qui se passe, puisque Wallis et Futuna, qui est une collectivité, et nous aussi, est-ce que tu peux m'éclairer, s'il te plaît? Merci. La CSPE a été mise en place dans les années 2000 en métropole, et malheureusement, à l'époque, nos autorités compétentes n'ont pas fait la demande. Il fallait faire une demande. En 2019, avec la loi sur l'égalité des chances, il y a eu une fenêtre, comme on appelle ça au niveau de l'Assemblée nationale. Malheureusement, notre député, ou nos députés, à l'époque, n'ont pas fait la demande, contrairement à Wallis et Futuna, puisque l'amendement qui avait été proposé par Wallis et Futuna, c'était de pouvoir bénéficier. Malheureusement, nous avions demandé à bénéficier de subventions concernant les voitures électriques. Bon, on a eu la subvention concernant les voitures électriques, mais pas la CSPE. Toute la différence, c'est que la CSPE, d'après les études qui sont faites, c'est quand même 12 milliards par an. Je ne sais pas si les subventions, si les voitures électriques dépassent ce chiffre. Mais la CSPE concerne quand même l'ensemble. Et aujourd'hui, en Wallis et Futuna, donc, c'est passé à l'Assemblée nationale. Ils bénéficient maintenant de la CSPE. Diana? Oui, je voulais réagir. Donc, nos parlementaires n'ont pas été vigilants sur cette fenêtre de tir. Donc, un message que j'adresse, c'est que nos députés et nos sénateurs, tout a été dit. Il faut qu'ils se saisissent maintenant pour que nous puissions bénéficier de cette aide. Moi, je trouve un peu quand même hallucinant qu'un petit territoire, et ce n'est pas péjoratif, comme Wallis et Futuna, ils ont pu
profiter de la fenêtre de tir et que nous, qui avons l'électricité la plus chère, ne puissions pas avoir cette aide. En fait, voilà mon sentiment. Merci Patrick pour tes informations. Merci bien. Christophe? Oui, une question pour Patrick. Tu peux nous préciser qui était le député à l'époque, s'il te plaît? Je vais éviter la question. C'est dans les années de 2019, vous verrez qui sont. Par contre, lorsque nous avons eu des nouveaux sénateurs, là je peux dévoiler les noms, c'était M. Dubois et Mme Iriti, lorsque elles avaient été tous les deux sénateurs, ils avaient proposé au Sénat comment on appelle ça, un amendement, et malheureusement, le jour où ils devaient présenter leur amendement, ils ont perdu leur mandat. Oui, très bien renseigné, oui, puisque j'ai suivi directement les débats au Sénat et à l'Assemblée nationale. C'est bon, il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Nous passons au vote. Il n'y a pas d'autres questions. Lucie, s'il vous plaît. Merci, Présidente, chers collègues. Bien sûr, on va passer au vote. On respecte le même processus. Voilà. Donc, qui est pour l'avis défavorable? Alors, Diana Yenko. Mona Mamato Yotopo, Marc Barcinas, Thierry Buteau, Martine Neza, Maëva Vanna, Diego Lao, Rochelle Andrea, Isabelle Trebuc, Jean-François Benhamza, Sandra Labey, Léna Normand, Tahia Changtien, Tekinoui Porlier, Raymond Raoul, Ina Outia, Patrice Pohoué, Veiria, Tehei, Félix Fong, Avaiki Teuiau, Stanley Elacotte, Christophe Montfort, Marguerite Lai, Karel Luciani, Louis Provost, Henriette Camien, Thierry Mosser, Méré Trouillet, Patrick Galnon, Voltina Romatarwa Dauphin, Patricia Ter-Ider Ahaumia et Lucie Tifna. Qui s'abstient et qui est contre? On va passer aux procurations. Madame Mayana Bombridge a donné procuration à Madame Raymond Raoul. Bon. Monsieur Joël Cario a donné procuration à Madame Tahir Changtien. Monsieur Maximilien Hawata a donné procuration à Madame Maëva Vanna. Monsieur Jean-François Onsin a donné procuration à Monsieur Félix Fong. Pour l'avis défavorable. Monsieur Christophe Play a donné procuration à Madame Andrea Roichaou. Monsieur Edgar Tayatoua a donné procuration à Madame Diana Yenko. Monsieur Antonia Terine Horay a donné procuration à Monsieur Patrick Galnon. Monsieur Alain Teurier a donné procuration à Madame Marguerite Lai. Pour Monsieur Marotea Vitrac a donné procuration à Monsieur Tekinoui Porlier. Monsieur Herani Nouveau a donné procuration à Madame Méré Trouillet. Pour et Monsieur Macalio Folitou a donné procuration à Madame Patricia Ter-Ider Ahaumia. Pour. Voilà, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour vos votes. Et
Donc, c'est le même vote. Nous avons voté à l'unanimité ce projet d'avis par 43 voix. Contre, pour un avis défavorable. Pour l'avis défavorable. Pour l'avis défavorable. c'est ça. Je remercie les membres pour ce vote et je remercie les invités qui nous ont aidés à monter notre compréhension de ce texte et messieurs les rapporteurs. Merci Madame la Présidente. Je voudrais remercier l'ensemble de nos collègues de la Commission et l'ensemble de nos collègues. Je voudrais plus particulièrement remercier la cellule technique qui nous a beaucoup aidés. Et évidemment, je remercie en particulier ma co-rapportrice, co-rapporteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et en questions diverses, si vous avez une question diverse. Sinon, moi, je tiens à vous rappeler, j'informe les membres de la commission économie de la tenue d'une séance de travail sur l'autosaisine patentée cet après-midi à 13h30. N'oubliez pas. Je vous rappelle également que conformément au plan de charge commission Santé et Solidarité, la commission Santé et Solidarité entamera sa première séance d'études sur le projet de loi du pays relatif à à la lutte contre le gaspillage demain matin à 10h. T'es qui c'est enregistré? Tu en fais partie? Non? OK. Merci. Sinon, laissez vos dossiers pour qu'on puisse vous les présenter plus joliment. Merci beaucoup. Je lève la séance. Merci. Pardon. Raymond demande de... Merci, Présidente. C'est juste pour une annonce. L'Union des femmes francophones d'Océanie, section de Polynésie, organise sa journée Femmes, tu as des talents vendredi matin dans les jardins de l'Assemblée de Polynésie française à partir de 8h jusqu'à 15h. Vous êtes cordialement invités à passer. Merci. Merci les femmes de prendre en considération cette demande. Merci à tous. Même si on n'est pas une femme, au contraire, il faut accompagner la sienne, par exemple. Ou budgétaire. Ou la bénédiction. Je pense en c'est aussi le cas parfois. Sinon, volontiers. Au choix. On choisit, voyez.